Bonjour, septième cours de culture scientifique, première partie, une histoire de l'électricité, une introduction. Alors ce qui est étonnant, c'est une histoire d'électricité dans une peinture, oui, il y a une très belle peinture qui s'appelle La Fée électricité. Donc le tableau de Raoul Dufy, qui a été exécuté pour le pavillon d'électricité de l'exposition internationale de 1937. C'est une décoration de 600 mètres carrés qu'il a appelé la Fée électricité. C'est joli. Son projet est de représenter toutes les inventions, toutes les étapes, toutes les applications concrètes, pratiques ou industrielles qui ont marqué l'histoire de l'électricité. Alors il y a une réplique de la Fée électricité au 1/10, qui est beaucoup plus petite, qui fut exécutée par Dufy avant la dépose du décor original, qui fut soustrait au regard du public jusqu'à son remontage au musée d'art moderne de la ville de Paris en 1964. Il y a un beau livre, un Dufy, La Fée électricité de Jean-Claude Le Gouic. Alors on voit des Grecs au XVIIe siècle. Vous voyez des gens, des noms qui nous disent quelque chose. Le temps, c'est de droite à gauche, c'est cool. Donc on voit Thalès de Milet, on voit à côté Archimède, Aristote, etc. Tout un tas de personnages, Galilée, on voit passer. Et j'ai entouré bien sûr les grands de l'électricité, de Guéric, Nollet, l'abbé Nollet, Franklin, Stephen Gray, là, Coulomb, Galvani, Volta, Joule, Oersted, Ohm, Ampère, Faraday. Je crois qu'il y a Rumkov, peut-être, Graham, oui, alors ça s'est déplacé un petit peu, excusez-moi. Siemens, Helmholtz, Maxwell, Morse, Baudot, Graham Bell, Thomas Edison, Général Ferrier, qui est apparu dans mon travail de recherche sur l'histoire de l'automatique. Voilà, donc c'est très beau de voir ce tableau sur lequel est résumée l'histoire de l'électricité. Donc, alors les époques ont passé, bien sûr. Il y a eu d'abord des Grecs au XVIIe, du XVIIIe au XIXe, le XIXe et le XXe. Voilà. Les formes successives d'énergie maîtrisées par l'homme au cours du temps. Donc ce qui est intéressant, c'est de resituer l'électricité dans cette forme successive d'énergie maîtrisée par l'homme au cours du temps. Donc la force humaine, bien sûr, à quelques centaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc les débuts de l'humanité, la force humaine. Le feu, quelques centaines de milliers d'années aussi avant Jésus-Christ. Donc c'est quelques millions d'années avant Jésus-Christ, quelques centaines de milliers d'années avant Jésus-Christ, quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, l'attraction animale. Les premiers bateaux à voile, quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Les premiers moulins, quelques centaines d'années après Jésus-Christ. On voit le vent, l'eau. Les premiers barrages, quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. La vapeur. Donc là, évidemment, on va basculer dans un autre monde avec du 17e au 19e. Les brevets de James Watt sont bloqués de 1775 à 1800, si je me souviens bien. Puis les moteurs essence et gasoil fin du 19e, les dérivés du pétrole, l'électricité, les applications de l'électricité fin 19e, donc c'est ce qui nous intéresse. Le nucléaire, première centrale nucléaire civile en 1950 aux États-Unis, et 3 petits points bien sûr. Toutes ces énergies à la fin donc 19-20e qui a permis la remarquable augmentation de la production matérielle. L'électricité est une invention ou une découverte? L'électricité n'a pas été inventée, c'est un phénomène présent dans la nature, l'éclair, l'orage, que les hommes ont peu à peu découvert et maîtrisé. Et l'énergie électrique, c'est une énergie primaire, c'est-à-dire disponible dans la nature sans transformation, ou secondaire, obtenue par transformation? Secondaire, comme l'essence et le gasoil, qui proviennent du pétrole, malgré l'orage qui est présent. Et le grand problème de l'énergie électrique aujourd'hui, c'est son transport. 20% d'énergie électrique transportée perdue en ligne, et son stockage, peut-être un espoir avec les matériaux supraconducteurs, mais il faudrait qu'ils soient supraconducteurs à température ambiante. Première partie, à la recherche de la nature de l'électricité. Qu'est-ce que c'est que l'électricité? Principales étapes de la recherche de la nature de l'électricité. On voit d'abord l'électrostatique avec Van Guericke, Hauksbee, Muschenbroek, Franklin, Coulomb. L'électrodynamique, ça bouge dans les fils. Volta, 1800. Grande invention de la pile qui va permettre le passage de l'électricité dans les fils. Oersted, Faraday, Ampère. L'électromagnétisme, Maxwell, James Clerk Maxwell, les équations de Maxwell, et Hendrik Hertz qui nous montrent que les ondes électromagnétiques existent. Donc au départ, les Grecs, aux origines du terme électricité, l'électricité est l'ensemble des phénomènes physiques associés à la présence ou au mouvement de la matière qui possède une propriété de charge électrique, donc c'est une définition. Aux origines du terme électricité, c'est le mot grec électron qui signifie ambre jaune,
c'est une résine fossile, l'ambre jaune. En frottant l'ambre jaune par un tissu en laine, il s'électrise et attire les corps légers. C'est une découverte attribuée à Thalès de Milet. Donc on voit sur un vieux livre de physique l'attraction des corps légers par la résine frottée. Un petit film pour illustrer. Un rappel sur les connaissances d'aujourd'hui sur la matière, bien sûr. L'atome est constitué d'un noyau avec des électrons. L'électron est chargé négativement, sa charge électrique très petite en coulombs. Le noyau de l'atome, c'est des protons et des neutrons. Le proton chargé, plus E, l'inverse de la charge de l'électron. Et le neutron, une faute d'orthographe, neutron, pas de charge électrique. Protons et neutrons sont constitués bien sûr de quarks. Ça, c'est de la physique quantique, l'infiniment petit. On s'est rendu compte que ça, c'était séquent. Le proton, ça se divisait. L'atome est électriquement neutre. Il y a autant de charges négatives, les électrons, que de charges positives, les protons. Et il est stable, car les charges électriques négatives attirent les charges électriques positives. Alors maintenant, explication du phénomène de l'ambre frotté par de la laine avec les connaissances d'aujourd'hui. On frotte une tige d'ébonite, matière plastique, avec un tissu en laine. Donc on voit le tissu, on voit la tige. On les écarte. En frottant la tige, des charges négatives ont été arrachées à la laine par la tige. L'ébonite, la tige se retrouve chargée négativement et la laine positivement. L'électrisation de la tige d'ébonite est expliquée par la triboélectricité. C'est un phénomène électrostatique qui fait que lorsque deux matériaux de nature différente sont mis en contact, il peut y avoir transfert de charge électrique de l'un vers l'autre. L'effet est amplifié si les deux matériaux sont frottés l'un contre l'autre, comme dans l'expérience précédente. Donc on voit le tableau ci-dessus, qui est nommé série triboélectrique. Si on frotte ensemble deux matériaux se trouvant dans ce tableau, celui qui sera le plus haut des deux dans la liste sera électrisé positivement, la laine, celui en dessous, négativement, l'ambre. Donc maintenant, on va frotter une règle de verre avec un tissu en laine. En frottant la tige, des charges négatives ont été arrachées à la règle de verre par la laine. La règle de verre se retrouve chargée positivement et la laine négativement. Donc c'est un phénomène qui s'explique toujours, donc ils sont de nature différente. Et comment on peut le trouver l'explication ? Eh bien, dans la série triboélectrique, si on frotte ensemble deux matériaux sur ce tableau, celui le plus haut des deux sera électrisé positivement, c'est le verre. Et celui qui est en dessous, eh bien, c'est la laine négativement. Quelques petites précisions avec Jamy. Explication des petits papiers attirés par la règle, toujours avec les connaissances d'aujourd'hui. On frotte une tige en verre avec un tissu en laine. On approche alors la tige des petits morceaux de papier. Ces derniers sont alors attirés par la tige. En frottant la tige, des électrons ont été arrachés par la laine. Le verre se retrouve chargé positivement. En approchant la tige des morceaux de papier, des charges négatives vont migrer dans les papiers pour se placer face aux charges positives de la tige en verre. Les papiers seront attirés par attraction électrostatique, loi de Coulomb. Comme les papiers sont neutres électriquement, leur extrémité opposée sera chargée positivement. L'électrisation de la tige de verre est expliquée par la triboélectricité. C'est un phénomène électrostatique qui fait que lorsque deux matériaux de nature différente sont mis en contact, il peut y avoir transfert de charge électrique des électrons de l'un vers l'autre. L'effet est amplifié si les deux matériaux sont frottés l'un contre l'autre, comme dans l'expérience précédente. Et qu'est-ce qu'on constate entre le verre et le papier ? Évidemment, le tableau ci-dessus, si on frotte ensemble deux matériaux, le sud plus haut dans la liste sera électrisé positivement, celui en dessous négativement, c'est le papier. Et pour le magnétisme, que savait-on ? Le magnétisme désigne l'ensemble des phénomènes physiques qui ont lieu à l'intérieur ou autour des matériaux aimantés et dans lesquels les objets exercent des forces attractives ou répulsives sur d'autres matériaux. Nord-sud, ça s'attire. Sud-sud ou nord-nord, ça se repousse. La magnétite est connue depuis au moins l'âge du fer, on pense à 1200 avant Jésus-Christ. Voilà l'oxyde de fer, un matériau magnétique. La première description de la magnétite est attribuée à Thalès de Milet, 6e siècle avant Jésus-Christ. La magnétite tire son nom du mont Magnétos, une montagne grecque en Thessalie, au nord de la Grèce, particulièrement riche en ce minéral, donc magnès qui signifie aimant. Par contre, la nature du magnétisme suscite des tentatives d'explication. Pédoc, Épicure, Lucrèce, les phénomènes des effluves sortant des deux corps. Et la boussole nous arrive de Chypre, probablement au XIe siècle. Pierre de Maricourt, en 1269, étudie la boussole et distingue les pôles nord et sud et leur attraction et répulsion. William Gilbert publie en 1800 à Londres l'ouvrage Des magnétés. Il invente un électroscope qui met en évidence la charge électrique, explique les phénomènes électriques et magnétiques par des effluves et propose le mot électrique. Donc l'électroscope, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un électroscope ? Un électroscope est un appareil permettant de mettre en évidence qu'un objet est chargé électriquement et éventuellement le signe de cette charge. Un électroscope est constitué d'un plateau servant de contact avec l'objet à tester, de deux lamelles métalliques mobiles pouvant s'écarter plus ou moins, d'une carcasse permettant de protéger la partie mobile. On approche une baguette en verre, préalablement frottée par un tissu en laine, du plateau sans toucher le plateau.
On observe un écartement des lamelles, électrisation par influence, ce qui indique que la baguette est chargée, sans connaître la nature et le signe de la charge. On écarte la baguette, les lamelles reprennent leur position initiale. On approche une baguette en ébonite, probablement frottée par un tissu en laine du plateau sans toucher le plateau. On observe un écartement des lamelles, électrisation par influence, ce qui indique que la baguette est chargée sans connaître la nature et le signe de la charge. On écarte la baguette, les lamelles reprennent leur position initiale. Maintenant, on approche une baguette en verre du plateau en touchant le plateau, électrisation par contact, puis en s'écartant. Les lamelles restent écartées, ce qui montre que l'électroscope est chargé. On approche une baguette d'ébonite du plateau chargé, on observe un rapprochement des lamelles, ce qui indique que la baguette en ébonite est chargée d'un signe opposé à la baguette en verre précédent, car les lamelles se sont rapprochées. On peut donc en déduire que le verre et l'ébonite sont de part et d'autre du tissu en laine dans la série triboélectrique. Le tableau ci-dessus est nommé triboélectrique, et on voit bien que la laine est placée entre les deux. L'évolution des idées sur l'électrostatique au XVIIIe siècle et des idées sur la nature de l'électricité, les machines électrostatiques au cours du XVIIe siècle, Otto von Guericke. Von Guericke fabrique une boule de soufre, il la fait tourner sur un axe et la frotte avec sa main, la boule s'électrise. Hauksbee frotte avec une étoffe de laine ou avec sa main un globe de verre, il obtient les mêmes phénomènes que von Guericke. Explication, eh bien on voit où est placée la peau et le verre. Donc les énormes machines électrostatiques du XVIIe, un certain énorme générateur électrostatique de la fin du XVIIIe produisait des étincelles de 60 cm de long avec une tension d'environ 300 000 volts. Donc l'explication sur ce petit film de l'expérience de Hauksbee. La définition des isolants et des conducteurs au début du XVIIIe siècle à Londres par Stephen Gray, expérience 1729, de la corde de chambre suspendue par des fils de soie, puis de cuivre, et conclusion sur les deux sortes de corps. Les isolants retiennent les effluves électriques à leur surface, le verre, la résine, l'ambre. Les conducteurs laissent passer les effluves électriques, les métaux, l'eau et le corps humain. Petit film sur l'expérience de Stephen Gray. Découverte des deux sortes d'électricité à Paris au XVIIIe par Dufay. Généralisation des phénomènes électriques à tous les corps. Les uns, les isolants, ils s'électrisent par frottement et conservent l'électricité à leur surface, et les autres, les conducteurs, ils s'électrisent par contact et conservent l'électricité s'ils sont isolés du sol. Découverte de deux sortes d'électricité, une feuille d'or est repoussée par le verre et attirée par la résine, les électricités vitrées et résineuses. Le fluide subtil de la Bénolé au XVIIIe, l'électricité est un fluide subtil, ce fluide est composé de matière effluente qui sort et affluente qui rentre. Donc conjecture sur les causes de l'électricité, l'électroscope de la Bénolé. Un autre fluide subtil, des tentatives d'explication, un seul fluide électrique qui se dilate et se contracte. Il rejette les deux sortes d'électricité. Chalabert, le physicien suisse. Donc expérience sur l'attraction des corps légers. La bouteille de LED, ou la découverte du condensateur. Donc la bouteille de LED réalisée en 1745 à LED aux Pays-Bas par Peter van Musschenbroek. 4 bouteilles de LED à gauche. On voit décharge brutale d'une bouteille de LED, donc le condensateur. Dans ce qui accumule des charges électriques. Dans ce but, j'avais suspendu à 2 fils de soie bleue, toujours de la soie bleue, un canon de fer qui, par communication, recevait l'électricité d'un globe de verre qu'on faisait tourner rapidement sur son axe pendant qu'on le frottait en appliquant les mains. À l'autre extrémité, pendant librement un fil de laiton dont le bout était plongé dans un vase de verre rond en partie pleine d'eau que je tenais dans ma main droite. Avec l'autre main, j'essayais de tirer des étincelles du canon de fer électrisé. Tout à coup, ma main droite fut frappée avec tant de violence que j'eus tout le corps ébranlé, comme d'un coup de foudre. Un petit film sur cette expérience, la conclusion de l'expérience de la bouteille de LED, une précision avec Jamy, et l'apport de Benjamin Franklin sur la nature de l'électricité, donc les expériences sur la foudre de Benjamin Franklin qu'il n'a pas réalisées, mais que d'autres ont fait, et la conclusion est que la foudre est d'origine électrique, on le voit dans ce petit film. Donc Benjamin Franklin nous dit, un corps possède une certaine quantité de fluide électrique, les électricités positives et négatives en surplus noté plus et déficit en surplus noté plus et en déficit noté moins, le principe de la conservation de la charge et le principe de l'action à distance, dans son livre Opinions et conjectures concernant les propriétés et les effets de la matière électrique, 1750. Il y a une biographie de Benjamin Franklin. Donc un petit film sur Benjamin Franklin, précision avec Jamy. Je vous remercie. Au revoir.